Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bienvenue sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social en partenariat avec le groupe UP sur le sujet des TPE, des relations sociales dans les TPE. Et ce matin, on va l'adresser sous l'angle des branches, c'est-à-dire les liens, la capacité des branches à répondre aux besoins des TPE. Sachant que la semaine dernière, vendredi dernier, toujours avec le groupe UP, nous avions traité le même sujet, mais sous l'angle interprofessionnel, avec des représentantes et des représentants des CPRI. Là, vous pouvez constater qu'il n'y a que des représentants des branches. On est loin de la parité, mais la semaine dernière, on avait fait mieux. Voilà, sur le côté interpro. Voilà, donc, le même sujet, mais décliné sous l'angle branche aujourd'hui, dans le contexte des élections TPE qui ont commencé ce lundi, qui se termineront le 6 avril. Et donc, merci au groupe UP représenté par Marc L'Enfant, qui est donc directeur commercial TPME du groupe, de porter ce sujet parce que c'est vraiment important, parce que on va pas se cacher, hein, le sujet TPE fait pas la une des médias. Quand bien même c'est les élections actuellement. Bon, alors après, il y a un contexte qui fait que bon, ça passe pas dans les priorités, mais même s'il n'y avait pas le Covid, moi je mets ma main à couper qu'on n'en parlerait pas beaucoup plus. Et c'est quand même un billet énorme quand on pense que dans les TPE, il y a près de 20% des salariés qui y travaillent, ça représente 2 millions de salariés. De faire l'impasse là-dessus et simplement se focuser sur le côté, le poids électoral ça peut représenter pour vous, syndicats, je pense que on passe à côté du sujet. Donc ce matin, on va pas parler d'élections, des enjeux. Bien sûr, c'est un enjeu pour vous, les élections, ça c'est bien, on en est bien conscient. Mais ce matin, c'est de parler concrètement au fil de l'eau. Comment vous êtes capable de vous organiser pour répondre aux besoins de ces TPE. Et donc, merci à vous à vous quatre, de vos interventions. Donc, Michel Braquet, vous représentez l'UNSA, la branche l'UNSA, et au niveau de la branche commerce et services. Voilà, parfait. Bonjour. Pierre Jardon, vous représentez la CFTC du côté de la branche des branches agricoles. Oui, bonjour. Pascal Malhomme, merci de nous rejoindre. Vous êtes un employeur, vous représentez les employeurs et donc le syndicat du commerce non alimentaire. FFEF, oui, commerce non alimentaire. Voilà. Donc, foyer principalement, mais un petit peu d'équipement de la personne, mais pas énormément. Entendu. En tout cas, merci d'apporter. Retard, mais j'avais compris 9h30, donc je me suis dépêché d'arriver. Parfait, merci pour l'effort et c'est pile poil, on est nickel. Merci à vous. Et Laurent Blois, vous représentez la CGT Culture et les branches cinéma, enfin plusieurs branches cinéma, audiovisuel, et vous êtes délégué général du SPIAC, du syndicat SPIAC CGT, et vous nous parlerez ce que vous faites très rapidement dans le cadre de vos actions au niveau des branches. Merci à vous de votre participation dans la salle. N'hésitez pas à rebondir. À questionner, on prendra en compte et on prendra le temps qu'il faut pour le faire. Donc, on a 1h30. Alors, Laurent Descanières, qui représente la FGTA FO, la branche de l'agroalimentaire, est souffrant. Il espère que c'est qu'une gastro. Voilà, et donc on lui souhaite un bon rétablissement et donc il ne pouvait pas être là ce matin. Voilà, écoute Marc, merci à vous de porter ce sujet ambitieux quand même sur un cycle de deux live. Donc, si tu peux un peu nous présenter un peu qu'est-ce qui motive le groupe UP à se positionner sur ce terrain-là avec cet angle-là. Marc, à toi la parole. Merci Rodolphe, bonjour à toutes et à tous. Donc oui, avant de répondre à ta question Rodolphe, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est peut-être de rappeler que le groupe UP est un groupe qui a plus de 50 années d'expertise à destination des entreprises en France, dont l'ambition est d'améliorer la qualité de vie des salariés en entreprise. Donc on crée des solutions de paiement à utilité sociale et locale.
pour que ça soit plus concret pour toutes et tous, je vais parler d'une de nos solutions, notamment qui est la plus connue, qui est le chèque déjeuner, qui est devenu en quelques années l'avantage social préféré des Français. Bien évidemment, notre activité ne se résume pas au chèque déjeuner, puisque nous travaillons sur des activités liées à l'accès à la culture, l'accès aux loisirs, l'accès au sport, avec le chèque CADOC, le chèque LIRE, le chèque sport également. Voilà, donc notre objectif est bien évidemment d'améliorer la qualité de vie des salariés en entreprise. Et donc la raison de notre présence, de ma présence tout du moins aujourd'hui au nom du groupe Up, c'est bien évidemment d'être présent sur des sujets tels que les sujets de TPE et du dialogue social. Pourquoi ? Parce que moi j'aime rappeler notamment que le chèque déjeuner que nous avons mis en place il y a plusieurs dizaines d'années était d'abord une solution qui était dédiée aux petites entreprises. Pourquoi ? Parce que les grandes entreprises avaient des restaurants collectifs, des restaurants d'entreprise, et c'est bien la raison pour laquelle le groupe Up a réussi à mettre en place des solutions en partenariat avec les TPE pour pouvoir apporter une vraie plus-value aux salariés de ces entreprises. Également, ce qu'il est important de dire, c'est que pour ceux notamment qui ne le sauraient pas, c'est que le groupe Up a été créé en 1964 sous forme de coopérative de salariés. Nous sommes donc une SCOP et nous appartenons à l'économie sociale et solidaire, et que bien évidemment, quand on a une thématique autour du dialogue social et qu'on est entouré autour des organisations syndicales et des organisations patronales, bien évidemment, ça me donne envie d'y participer et de pouvoir enrichir à vos côtés ce débat. Donc, je vais essayer en toute humilité de partager en tout cas notre connaissance de la cible, vous remontez les éléments que, on va dire, nous donnent nos clients tous les jours, puisqu'on échange avec eux quotidiennement, et vous rappelez également que le groupe Up a investi énormément auprès des TPE. Pourquoi ? Puisque aujourd'hui, au sein de ma direction commerciale, ce sont plus de 40 commerciaux qui travaillent quotidiennement au travers de cette cible, des TPE, mais également des PME, mais également autour des professions libérales, qui est une cible toute particulière et sur lesquelles le groupe Up souhaite apporter un certain nombre de solutions pour apporter plus de bien-être à leurs salariés. Donc, dialogue social, amélioration de la qualité de vie des salariés au sein des TPE. Voici les deux raisons pour lesquelles je suis en face de vous et pour lesquelles nous avons souhaité animer ce webinaire à vos côtés aujourd'hui. Merci Marc. Alors, c'est quoi ton regard ? Tu dis, ouais, vous avez des contacts quotidiens avec les patrons, les employeurs qui représentent TPE, PME. On va parler plutôt de TPE. C'est quoi ton regard sur le profil ? Alors, la diversité est très grande, mais de façon générique, c'est quoi ta perception globale de cette cible ? Alors, c'est une question à la fois qui me paraît très simple, mais également compliquée, puisqu'il ne faudra pas tomber dans des généralités. Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est une cible très particulière. Pourquoi ? Parce que on a des contacts directs avec les décisionnaires, mais également avec les utilisateurs. On sait très bien qu'aujourd'hui, au sein des TPE, notamment dans le contexte qu'on connaît lié au Covid, il y a beaucoup d'incertitudes, mais pour autant, on a des chefs d'entreprise et des salariés qui sont extrêmement engagés. Donc, la thématique de l'engagement n'est pas forcément une thématique sur laquelle on va travailler avec nos TPE. Par contre, on a eu une crise qui est venue exacerber à la fois les qualités et les difficultés des TPE. Qu'est-ce que j'appelle la difficulté des TPE ? La difficulté d'une TPE aujourd'hui, c'est d'avoir de la visibilité. D'avoir de la visibilité dans son activité, d'avoir de la visibilité dans son environnement. On est clairement dans une zone où les TPE se posent un certain nombre de questions et donc du coup ne vont pas enclencher, malheureusement, notamment pour leurs salariés, un certain nombre d'actions où vont prendre des décisions, et donc on voit une répercussion sur les salariés. Et ça, parfois, c'est un peu dommage. Toutefois, j'ai parlé de difficultés, mais également de qualité. Nos TPE ont des qualités extraordinaires. Alors, j'ai envie de dire nos TPE en France, je ne sais pas si à l'international, c'est exactement la même chose, mais elles nous démontrent chaque jour une capacité d'adaptation et d'agilité extraordinaire. Et c'est vraiment à ce titre-là que moi, je souhaite également qu'on trouve des perspectives. On va parler de dialogue social aujourd'hui, mais il y a beaucoup de thématiques qui concernent les TPE. Mais voilà, on a aujourd'hui des structures qui sont capables de faire beaucoup de choses en peu de temps et qui sont capables de s'adapter à un contexte qui n'est pas évident. Ils font preuve d'une force de résilience extraordinaire. Et encore une fois, voilà, moi j'ai travaillé pour les comités d'entreprise et les CSE pendant plus de 10 ans. Je découvre cette cible depuis maintenant 1 an, mais je peux vous assurer que à la fois on les cible en leur disant effectivement ces entreprises vont être dans de grandes difficultés dans les mois qui viennent. À la fois, moi j'ai confiance en leur capacité à bouger, à s'adapter, à trouver des solutions aux difficultés qui se présentent à elles aujourd'hui.
Entendu, Marc. Et dernière chose, avant de rentrer vraiment dans le cœur du débat, là, tu plantes le décor. La difficulté qui est commune, c'est le challenge de répondre aux besoins des TPE. Parce que vous, en tant que Up, quid de cette difficulté à toucher une myriade de petites entreprises avec les phénomènes de dispersion qu'il y a derrière, et la problématique étant la même quand on négocie au niveau du branche un accord, c'est bien beau de le négocier, mais ensuite, comment on va faire? On va créer les conditions pour qu'il soit approprié au niveau des TPE, en sachant qu'il n'y a aucun relais en tant que représentant des salariés dans les boîtes en question. Donc, ça sous-entend vraiment une logique qui est quelque part une approche commune, pour faire une réflexion commune sur la façon d'adresser le besoin. Alors, c'est à la fois une question et une réponse que je viens chercher ce matin avec vous. Donc, c'est intéressant ce que tu poses, Rodolphe. Clairement, on met en place des actions au sein du groupe Up pour pouvoir toucher de manière plus globale les TPE. On sait qu'effectivement, le relais syndical n'est pas le relais qu'on peut retrouver dans les grandes entreprises, et pour autant, le dialogue social est une donnée non négociable dans toutes les entreprises, qu'elles soient une petite entreprise ou une grande entreprise. Alors, comment on fait? Bien évidemment, on va s'appuyer quand même sur nos partenaires syndicaux. On a des UL, on a des UD, on a les fédérations également, que ce soit les fédérations syndicales, mais également les fédérations patronales. On va travailler avec eux autour de partenariats qu'on va signer. Et la difficulté n'est peut-être pas celle-ci, de se mettre d'accord sur comment on va adresser le sujet de la qualité de vie du travail au sein des TPE, mais tu l'as dit, c'est comment on va communiquer autour de ces avantages qu'on peut mettre en place dans ces entreprises de manière globale et intéresser ces entreprises qui souvent pensent que les solutions sociales sont réservées aux grandes entreprises. Donc bien évidemment, là, on touche un sujet qui est à la fois extrêmement intéressant et qui sera, je pense, en tout cas, la clé de réussite de ce que nos partenaires aujourd'hui autour de la table souhaitent mettre en place au niveau de leur branche professionnelle. Merci Marc. Parfait. On va rentrer dans le cœur du débat avec Laurent Blois. Alors, je vais... C'est bon le micro, Laurent? Ouais, parfait. Donc, Laurent Blois, vous êtes délégué général du SPIAC-CGT. Vous êtes donc un syndicat dans... Alors, l'acronyme, je vais pas pouvoir le développer. Alors, vous êtes dans la culture, le cinéma, les branches audiovisuelles, on va faire comme ça, dans ces branches-là. Et l'originalité, Laurent, que vous allez nous présenter, c'est que, c'est historique, hein, c'est que vous avez mis en place au niveau de 2 branches une forme de commission, enfin c'est même pas une forme, c'est une commission santé et sécurité au travail. Je sais pas exactement comment, enfin c'est l'idée, c'est un CHSCT de branche, on va dire, ex-CHSCT de branche, dans 2 branches. Non seulement vous avez mis en place cette commission-là, mais en plus, vous avez recruté des professionnels de la prévention dans chacune de ces branches, où il y a à chaque fois, il y a donc 2 salariés, un salarié dans chacune de ces branches, en tant que salarié, pour répondre aux besoins en termes de sécurité au travail. Laurent, je vous laisse développer. C'est vraiment un exemple de mutualisation au niveau d'une branche par rapport à des entreprises où c'est 98% de TPE dans les branches en question. Laurent. Ouais, alors je vais déjà présenter l'acronyme, comme ça tout le monde s'y retrouvera. C'est pas la CGT Culture, la CGT Culture c'est encore autre chose, c'est les musées, etc., l'archéologie, j'en passe et des meilleurs. C'est la CGT, c'est la CGT Spectacle, et moi particulièrement au sein de cette CGT Spectacle, je représente le syndicat des professionnels des industries de l'audiovisuel et du cinéma. Voilà. Et comme vous l'avez dit, Rodolphe, effectivement, on a des entreprises qui sont à 98%, voire 99%, de très petites entreprises. Alors, c'est la production cinématographique, la production audiovisuelle, la production de films d'animation et la prestation technique pour le cinéma et le spectacle vivant. Et le film d'animation, je crois que je l'ai dit, et les éditions phonographiques. Voilà, c'est un peu, vu de l'extérieur, ça semble un peu touffu, mais on s'y retrouve pour faire court. C'est le spectacle enregistré à l'exclusion de la radio des télédiffuseurs, donc de la télévision télédiffuseur et de la radio. Voilà. Donc voilà un peu les secteurs que l'on représente. Et alors d'abord, nous sommes confrontés
au-delà de ce qui vient d'être dit, la taille des entreprises, mais ça, je crois qu'on a en commun, on a cet en commun-là autour de cette rencontre d'aujourd'hui, donc la taille des entreprises. Et en plus, on a une particularité, c'est la durée des contrats des salariés dans ces secteurs-là, qui sont des contrats qui sont par essence des salariés, enfin pas tous, hein, mais pour l'essentiel des salariés intermittents, même s'il y a des salariés permanents dans les sociétés de production, donc des salariés intermittents, voilà, qui ont des contrats très courts. Et donc, on a dû, dans ce contexte-là, on a dû collectivement, avec les représentants patronaux, enfin les partenaires sociaux, ont dû, dès l'origine, si je puis dire, développer un certain nombre d'instruments mutualisés, voilà, pour répondre à la fois à des exigences des salariés, voire à des exigences des entreprises, pour répondre à un certain nombre de dispositifs qui sont la norme, j'ai envie de dire, dans des entreprises de taille plus grande avec des salariés en CDI, quasiment la norme, hein, la norme du Code du travail, même s'il y aurait beaucoup à dire sur l'évolution de la norme du Code du travail, mais je ne suis pas là pour réécrire le petit livre rouge. Donc la norme, qui sont la norme du Code du travail pour la plupart des salariés, et qui là, dans ce secteur, sont confrontés effectivement à une norme un peu plus difficile à mettre en œuvre compte tenu de la brièveté des contrats. Alors pour en revenir à ce que vous évoquiez, Rodolphe, effectivement, dès les années 60, dans la production cinéma, voilà, qui avait pas la dimension qu'elle a aujourd'hui, hein, bien évidemment. Il y avait beaucoup de salariés de studio, puisqu'il y avait encore beaucoup de tournages en studio. Enfin, je vous fais l'économie de la nouvelle vague, hein, qu'on sort les caméras des studios et puis qu'on va tourner en décor réel dans la rue, etc. Enfin, toute l'évolution du cinéma que vous connaissez peut-être. Mais en tout cas, dans ce contexte-là, dès les années 60, l'activité cinématographique, je dis l'activité cinématographique, après ça s'est développé dans l'audiovisuel, comme vous l'avez dit, mais c'est dans le cinéma que c'est né. L'activité cinématographique est une activité, était et reste quand même une activité accidentogène, hein, si je puis dire, dans la mesure où bon, il y a des installations électriques, on promène du matériel, c'est lourd, il y a des postures dangereuses au travail, dans les décos, au sein de la décoration, on manie des substances dangereuses, etc. Il y avait un véritable enjeu de santé dans ce secteur. Et donc, dès les années 60, les partenaires sociaux se sont dotés de l'équivalent d'un comité central d'hygiène et de sécurité interentreprise. Voilà. Et comment ça fonctionne? Il y a une contribution assise sur la masse salariale du secteur d'activité en question, que ce soit la production cinématographique ou que ce soit la production audiovisuelle. Cette somme collectée va à l'alimentation des fonds dits du CCC, des comités centraux d'hygiène et de sécurité, à la fois dans la production cinéma, à la fois dans la production audiovisuelle. Et il y a cette histoire, si vous voulez, de tout le travail qu'on a accompli. Enfin, et moi, j'ai hérité de ce travail accompli par les anciens. Enfin, j'en ai pris le relais en tant que représentant du SPIAC, de tout ce travail qu'on a accompli, si vous voulez, avec bien évidemment, paritairement, c'est essentiel, qu'on a accompli paritairement et qu'on continue d'accomplir et qu'on développe autour maintenant de thématiques qui sont les thématiques actuelles et que vous connaissez, hein. Il y a la question du harcèlement qui fait pas mal parler d'elle. Il y a la question du produire écolo, hein, du produire propre, de réutiliser un certain nombre de matériaux, d'utiliser des substances moins dangereuses, etc. Il y a la question de la qualité des conditions de travail, durée du travail, etc. Donc voilà un peu les thématiques. En fait, on travaille sur des thématiques, voilà. Et le lien qui existe entre les entreprises petites par essence, comme on l'a dit, je ne vais pas être plus long, et cet instrument, par exemple, il passe effectivement par le recrutement de préventeurs dans les deux CCHSCT. Alors, Laurent, dans quelle mesure donc ce CHSCT, ce CHSCT de branche, on va dire, dans quelle mesure il a un pouvoir d'enquête et dans quelle mesure c'est quoi le niveau d'intervention sur le terrain, sa capacité d'intervention sur le terrain, et avec quels résultats, a priori, les employeurs sont aussi intéressés par diminuer leur taux de cotisation sur l'accidentologie. Est-ce que ça a vraiment eu des effets? Enfin,
On peut espérer. Effectivement, ça a eu des effets, ça a eu des effets sur le risque d'accident, et ça, on peut le mesurer, hein, puisqu'il y a des indicateurs. Vous savez que le taux de cotisation sur l'accident est assis sur le nombre d'accidents sur une période donnée. C'est comme ça qu'on mesure effectivement que telle ou telle branche va cotiser dans la branche sécurité sociale à la cotisation accident du travail. Voilà, donc on mesure effectivement. Ensuite, notre rôle, c'est évidemment on n'est pas le gendarme du secteur, et je crois que les deux comités centraux d'hygiène et de sécurité ne se sont pas positionnés comme étant les gendarmes du secteur. Le but, c'est d'assurer une présence, de se rendre sur les tournages, de montrer qu'il y a à un moment donné des instruments de prévention. Voilà, de rappeler un certain nombre de règles, hein. Les préventeurs, par exemple, rappellent un certain nombre de règles quand on transporte du matériel, comment on charge des camions, comment on porte du poids, etc. D'éditer un certain nombre de brochures, évidemment, relativement aux questions de prévention. Après, sur les prérogatives des deux comités centraux d'hygiène et de sécurité, on a évidemment un pouvoir d'enquête, on peut diligenter une enquête, et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un accident à l'étranger il y a 3-4 ans, je dis ça de tête, un accident d'hélicoptère. Voilà. Et dans le cadre de cet accident d'hélicoptère qui a permis d'établir un certain nombre de responsabilités, on a diligenté une enquête pour vérifier effectivement ce qui s'était passé. Voilà. Entendu, très bien. Et donc, les salariés, quand bien même ils ont des contrats très courts, peuvent saisir cette commission? Alors, les salariés peuvent toujours appeler effectivement le comité central d'hygiène et de sécurité pour saisir directement les salariés, pour saisir directement les commissions. Ils nous appellent évidemment au premier chef, enfin pas aussi souvent qu'on le souhaiterait, parce que vous savez que les relations, y compris la complexité dans les TPE, vous ne l'avez pas évoqué, mais moi je l'évoque, mais c'est pas propre aux TPE, malheureusement, autrement la vie serait belle. La complexité, c'est le lien aujourd'hui des salariés avec les organisations syndicales. Peut-être le lien est-il moins desserré du côté des organisations patronales, parce que effectivement, il y a un lien plus fort, j'ai envie de dire, ou en tout cas moins stigmatisé du côté des organisations patronales avec leurs propres, des employeurs avec leurs propres organisations patronales. Dans les TPE, ce lien est un peu plus distendu du côté des organisations syndicales de salariés. Mais les organisations, les salariés peuvent nous appeler ou saisissent directement le comité central d'hygiène et de sécurité. La difficulté, si vous voulez, en plus, pour vous répondre avec précision, Rodolphe, et pour éclairer un peu les gens qui participent à notre rencontre, la difficulté dans ce secteur, quand même, c'est que compte tenu de la brièveté des contrats, on se met en avant, mais pas trop. Donc, on aime bien avoir des médiateurs, des gens qui vont prendre la parole à votre place. Je me place du côté des salariés pour rester quand même un peu dans l'arrière-plan et pour éviter à un moment donné des formes malheureusement qui continuent d'exister, même si ce n'est pas systématique et fort heureusement, de blacklistage, etc. etc. D'ailleurs, ça me permet de vous relancer sur un point, Laurent, c'est que vous, en tant que délégué général du SPIAC, vous m'avez bien précisé que vous êtes salarié du SPIAC. Et que c'est un moyen aussi de vous éviter des coups de pression d'employeurs sur des renouvellements ou des renouvellements de contrats, etc., etc. Là, vous avez vous avez une capacité de résister à la pression qui est plus grande. Il y a plus de 20 ans maintenant, effectivement, l'organisation syndicale a fait le choix de recruter un représentant. Il y a un secrétaire général, il y en a même plusieurs, hein. Il y a 3 secrétaires généraux dans notre organisation. Il y a des instances, il y a des votes, enfin, comme dans la plupart des organisations syndicales de ce pays. Voilà. Et la particularité dans ce secteur, c'est que
notre organisation syndicale a fait le choix, effectivement, pour ce que je viens d'évoquer, hein, ce qu'on appelle le droit syndical, le respect du droit syndical, de recruter un délégué général, voilà, qui vient pas de ces milieux, hein. Moi, je viens pas du tout des milieux du cinéma et j'ai plutôt une formation juridique, voilà. Donc, a fait le choix de recruter un salarié pour être la partie visible, voilà, du côté des représentants employeurs, sans risquer à un moment donné de mettre, si j'étais par exemple directeur photo ou chef monteur, de mettre ma carrière en jeu parce que je serais amené à intervenir sur des dossiers un peu compliqués. Voilà. Laurent, je me permets une petite question, un rebond à une question qui est un peu, enfin, c'est pas une question, mais c'est un commentaire dans le chat. C'est encore faut-il que le salarié sache à qui s'adresser et comment. Est-ce que, par exemple, il y a rien qui contraint, par exemple, sur un plateau de tournage, etc., qu'il y ait la petite affiche ou je sais pas quoi, qui indique que, voilà, par rapport aux conditions de travail, les salariés peuvent contacter telle commission, enfin la commission idoine, pour voilà, pour faire remonter une information, pour avoir un retour, etc. Est-ce qu'il y a ça sur les plateaux, etc. Alors, cette dialectique de je ne savais pas que vous existiez, pour parodier un roman de Marguerite Duras, en Hiroshima, mon amour, voilà, cette dialectique du je ne savais pas que vous existiez, on la retrouve toujours. Voilà. Alors, clairement, dans les métiers du cinéma, les gens d'expérience, si vous voulez, et sur un plateau de tournage, il y a des gens anciens, il y a des gens plus jeunes, etc. Alors, c'est un peu moins vrai dans le court-métrage ou dans les films difficilement financés, où là, on prend que des gens très jeunes et qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Mais on va dire que globalement, il y a toujours sur un plateau, ou très souvent sur un plateau, que ce soit dans la production cinéma ou que ce soit dans la production audiovisuelle, des gens qui savent que tel ou tel instrument existe. Voilà. C'est compliqué, hein, voilà. Alors, il y a toujours, moi j'entends régulièrement, je ne savais pas que vous existiez. Voilà, je l'entends régulièrement et j'ai envie de dire, ben, c'est pas très compliqué, il suffit d'aller sur Google. Il y a aujourd'hui des sites web, voilà, on a accès quand même. Je veux pas dire que je reprends pas, j'entends pas ce qui est exprimé à travers ça, hein, voilà, à travers ce qu'exprime l'interlocuteur sur le chat, mais bon, il y a la difficulté que les salariés ou les jeunes gens sont de moins en moins formés effectivement à la problématique sociale, l'instruction civique, enfin tout ce qu'on sait et qui est battu et rebattu et qui est effectivement relativement dommageable. Nous-mêmes, on intervient dans les écoles, hein, Louis Lumière et la Fémis, voilà, pour informer les futurs professionnels de leurs droits, etc. Et on n'y va pas pour faire du prosélytisme, je puis vous l'assurer. Voilà. Mais il y a non, non, mais je le dis tout à fait tranquillement. Il y a cette difficulté, là, effectivement. Mais moi, je la trouve quand même de moins en moins entendable, c'est-à-dire que on a aujourd'hui des instruments qui n'existaient pas auparavant, hein, que sont l'internet, etc. Alors je suis bien d'accord que s'y côtoie le meilleur et le pire, si je puis dire, et parfois le pire plus que le meilleur, voilà. Mais on peut trouver, voilà. Et là, on a quand même affaire à des salariés dans la production cinéma et la production audiovisuelle, des salariés qui sont à bac+3, bac+4, etc., et qui ont quand même un background qui, normalement, voilà, leur permet d'accéder à de l'information. Alors, mais ça enlève rien à ce que vous dites, Rodolphe, ou à ce que exprime le chat. C'est une difficulté. On ne peut pas accompagner chaque salarié parce qu'on n'a pas les moyens. C'est aussi une dialectique des moyens des organisations syndicales. Et je pense que mes camarades présents ici peuvent le dire aussi bien que moi. C'est-à-dire que moins on a d'adhérents, moins on est visible, plus c'est difficile effectivement d'aller vers les salariés. Donc tout ça est un peu complexe, mais on y arrive quand même. Voilà. Entendu. Merci Laurent. Et d'ailleurs, on va vraiment, c'est très bien, enfin, c'est intéressant ce que vous disiez sur le côté les écoles, parce que ça va être assez récurrent par rapport aux autres témoignages sur l'axe de la formation initiale.
pour toucher les jeunes et leur faire comprendre l'importance du social, ou des employeurs, hein, employeurs ou comme salariés, leur faire comprendre un peu le contexte social lié au travail, notamment même dans des TPE où le cadre existe. Merci Laurent. Pierre Jardon, donc vous représentez la CFTC dans plusieurs branches agricoles. Et donc, par rapport au sujet qui nous intéresse ce matin, vous êtes vraiment dans une logique de pragmatisme, hein. Vous cultivez le pragmatisme dans la branche agricole, c'est-à-dire de répondre vraiment aux besoins des exploitants agricoles et de leurs salariés, et notamment avec un fort effort de simplification. Et vous avez plusieurs exemples là-dessus, et notamment, par exemple, je vous laisserai peut-être globaliser un peu votre propos, mais par exemple sur la complémentaire santé généralisée qui s'impose à tout employeur et donc aux exploitants agricoles qui doivent mettre en place une complémentaire santé. Et ben vous avez joué le truc avec la MSA, donc la mutualité sociale agricole, qui est l'équivalent de la sécurité sociale et pour l'ensemble des acteurs du monde agricole. Et donc là, vous avez un exemple clair de simplification pour les exploitants. Voilà. Je vous laisse embrayer là-dessus, Pierre. Merci beaucoup. Oui, en effet, c'est tout l'enjeu quand on négocie au niveau de la branche, c'est de s'assurer que, au bout du bout, dans toutes les entreprises, en particulier dans les TPE, les accords consignes soient applicables. Et donc l'effort de simplification est extrêmement important. Donc nous, l'agriculture, la production agricole, par exemple, la production agricole, c'est plus de 90%, voire 98% même, de TPE. Donc, dès lors qu'on négocie à la branche, on doit se poser la question, ce qu'on est en train de faire, est-ce que un agriculteur, dont le métier c'est agriculteur et c'est certainement pas des RH, va pouvoir comprendre et s'approprier et mettre en place le dispositif qu'on est en train de négocier. Et ça, c'est dans notre ADN, mais c'est un vrai défi. Dans la plupart des branches, qui négocie dans les branches? Ce sont souvent des DRH côté organisation patronale, c'est souvent des DRH ou des salariés des organisations patronales en charge des questions sociales et ainsi de suite. Et côté salarié, c'est souvent des représentants syndicaux issus de grandes entreprises. Voilà. Nous, en agriculture, étant donné qu'on a plus de 90% de TPE qui négocient, ce sont des chefs d'exploitation agricole, donc des vrais patrons, entre guillemets, enfin même pas entre guillemets, c'est des vrais patrons qui viennent des exploitations agricoles et des représentants des salariés. On a organisé un système de dialogue social pour permettre à des salariés de TPE de sortir de l'exploitation agricole pour aller négocier, accompagnés par entre guillemets des permanents syndicaux qui, eux, ont le temps et les moyens de se former et de négocier, mais accompagnés par des salariés des exploitations agricoles. C'est neutre pour le salarié et c'est neutre pour l'employeur, puisque dans notre dispositif, on a mis en place un système de financement du dialogue social qui permet, par exemple, quand il y a l'obligation pour l'employeur de libérer le salarié qui doit aller négocier, mais derrière, l'employeur se fait intégralement rembourser de l'absence du salarié, charges patronales comprises, donc c'est neutre pour l'employeur. C'est neutre pour le salarié parce que l'employeur, au départ, il maintient le salaire. Donc, s'il y avait un système de je ne maintiens pas le salaire, mais derrière, je me fais rembourser, c'est un truc qui est ingérable. Là, c'est le salarié s'en va, son salaire est maintenu, l'employeur se fait rembourser derrière. Donc, ça, c'est extrêmement important. Oui. Excusez-moi. C'est depuis quand que c'est en place, ça? C'est intéressant, c'est depuis quand? 92. 92, ok. Ouais. Voilà. Okay. Et c'est un dispositif qu'on a ensuite fait évoluer avec les avenants 2008, qu'on fait évoluer au fur du temps, mais voilà. Donc, c'est vraiment dans notre culture, effectivement, de faire en sorte, effectivement, d'être représenté par les salariés et les chefs d'entreprise agricoles, qui fait que quand on négocie, forcément, c'est pas qu'on se pose, il y a
presque plus besoin de se poser la question. On se la pose de toute façon naturellement la question, ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'on sera en capacité de le mettre en place dans l'entreprise, dans l'exploitation agricole? Donc, une fois qu'on a dit ça, comment on fait? L'idée, c'est, on le sait, ça a été dit tout à l'heure, le dialogue social est un enjeu majeur à tous les niveaux, y compris dans les TPE. Et il y a un dialogue social dans les TPE qui est souvent un dialogue social informel. Voilà. Moi, j'aime à dire, par exemple, dans une exploitation agricole, le salarié, il travaille dans le même tracteur que son patron. Donc, ils ont des échanges quotidiens. Donc, par contre, c'est pas formalisé. Donc, il y a un dialogue qui n'est pas formalisé, mais la couverture conventionnelle, il n'y a pas de négociation collective, on va dire, dans les TPE. C'est compliqué, ils ne se posent pas la question, ça ne veut pas dire qu'ils font rien, mais ça ne se fait pas dans les TPE. Donc, c'est bien du rôle de la branche que d'organiser la couverture conventionnelle des salariés. Donc, comment on fait au niveau de la branche pour répondre à cette question, de dire, OK, il n'y a pas de négociation collective dans les TPE. Pour autant, et ça a été dit par Marc tout à l'heure, je crois, c'est pas parce qu'on est dans une TPE qu'on a pas qu'on a le droit à rien. Les avantages conventionnels ne sont pas réservés aux grosses entreprises. Et souvent, ça a été dit aussi tout à l'heure, les salariés ne savent pas que derrière, il y a des syndicats qui les représentent. Alors, on ne les représente pas dans l'entreprise parce qu'il n'y a pas de section syndicale dans l'entreprise, dans TPE, mais on le représente dans la branche et ça ne se sait pas. Et on fait un travail immense au niveau de la branche pour répondre à cette question, comment on fait pour faire en sorte que les salariés des TPE aient les mêmes droits que les salariés des grandes entreprises. C'est impossible à mettre en place individuellement dans chaque exploitation agricole. L'intérêt de la branche, c'est qu'on peut organiser une mutualisation. Et donc, la mutualisation permet de mettre en place des dispositifs, on va dire, à des coûts raisonnables pour les exploitations agricoles. Vous donniez l'exemple, effectivement, de la mutuelle frais de santé et prévoyance. Si une exploitation agricole doit par elle-même négocier une complémentaire santé auprès d'un assureur privé, par exemple, ça va lui coûter une fortune pour avoir une couverture qui sera ce qu'elle sera. Et c'est même pas dit d'ailleurs que l'exploitation agricole va faire la démarche. Il est peut-être même pas au courant qu'il a une obligation en la matière. Voilà. Et bien nous, avant même ces obligations, en 2008, on a signé un accord national au niveau de la branche, complémentaire pour couvrir tous les salariés agricoles, quelle que soit la taille de l'entreprise, par une mutuelle complémentaire frais de santé et une prévoyance lourde, parce que souvent, dans les branches, on négocie la mutuelle, et puis la prévoyance, des fois, on ne la met pas en place, mais il y a à la fois une mutuelle complémentaire santé, mais une prévoyance lourde pour le risque d'essai, incapacité, et ainsi de suite. Ça, c'est un accord de 2008 national, où on a organisé une mutualisation, avec une cotisation du coup qui est négociée, qu'on peut négocier grâce à la mutualisation, une répartition de cotisation employeur-salarié, comme vous connaissez tous par cœur, mais avec aussi cette volonté, comme ça a été dit, de simplification pour que, effectivement, ce soit appliqué dans les entreprises. Par exemple, s'il fallait que dans une exploitation agricole, remplir des formulaires pour l'affiliation du salarié et puis déclarer quand ils s'en vont et le sinistre ici et là, mais c'est mort-né. Je veux dire, c'est un système qui peut pas fonctionner, et puis il y a peut-être des moitié des salariés qui à la finale ne seront pas couverts parce que l'employeur n'aura pas fait les démarches, non pas parce qu'il veut pas les faire, mais parce que il sait pas qui doit les faire. Tout simplement. Je le rappelle, leur métier, c'est agriculteur, c'est pas employeur de main-d'œuvre, il n'y a pas un DRH dans l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que quand on a signé cet accord, on a mis en place un dispositif de délégation des appels de cotisation et autres à la mutualité sociale agricole. Donc, la mutualité sociale agricole, c'est le guichet unique qui fait à la fois sécurité sociale, prestations familiales, mais aussi URSSAF. En agriculture, tout ça, c'est un seul et un même organisme qu'on appelle le guichet unique, c'est la MSA qui fait tout ça. Et entre autres, il propose aussi ce type de prestations. Donc, on rémunère la MSA pour faire
à notre compte les appels de cotisation directement à la source. Donc, quand l'employeur fait sa DSN, ou son cabinet comptable, parce que c'est plutôt le cabinet comptable, il n'y a pas à se poser la question, c'est automatiquement, de toute façon, va y avoir le prélèvement des cotisations. Il y a tout un système, on va dire, qui est mis en place, qui fait qu'il n'y a pas besoin de faire 12 000 démarches pour couvrir les salariés. Et ça, on essaye de le faire pour tout. Par exemple, j'évoquais en 2008 la couverture santé, la couverture prévoyance. En 2008. En 2012, on a négocié dans le même état d'esprit de dire, mais voilà, il n'y a pas de raison que les salariés de TPE n'aient pas les mêmes droits que les grandes entreprises. En 2012, on a négocié un accord action sociale et culturelle. Tous les salariés en agriculture bénéficient depuis 2012 d'avantages, comme on peut trouver dans les CE, sur les actions sociales et culturelles. En clair, ils reçoivent, encore une fois, par la MSA, donc on rémunère la MSA pour le faire au niveau de la branche. Tous les ans, au mois de janvier, la MSA envoie un courrier à tous les salariés avec leur carte avantage. Voilà. Et avec cette carte avantage, ils peuvent bénéficier soit sur une plateforme Internet, soit dans certains magasins partenaires, de réductions pour les vacances, pour les loisirs, même pour la grande consommation, et ainsi de suite. Alors, ça, Pierre, dans un contexte de plus de 90% de TPE, c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Alors, Pierre, là-dessus, on est d'accord, il n'y a pas d'abondement des exploitants là-dessus, on est d'accord? Alors, il y a une cotisation qui a été mise en place pour ça. Alors, il y a une cotisation patronale qui a été mise en place. Il n'y a pas forcément d'abondement supplémentaire. C'est à la source. C'est un accord de branche avec une cotisation qui est systématiquement prélevée, qui permet de financer ce dispositif. Alors, la cotisation, je ne l'ai plus en tête, mais c'est une cotisation qui doit être de 0,02%, quoi. C'est vraiment pas grand-chose. Et quel est le taux d'usage? Combien vous avez de salariés, de bénéficiaires? Alors ça, c'est une bonne question. J'ai pas. J'aurais dû demander à mes représentants parce que du coup, on a mis en place une association nationale pour suivre ce dispositif et le cas échéant le faire évoluer, le faire développer. Donc eux, ils ont tous les chiffres en effet de suivi. On voit une montée en puissance du dispositif de 2012 dans un contexte TPE, ça reste encore récent, mais il y a encore un gros travail effectivement de promotion à faire pour que les salariés se l'accaparent. En fait, pour répondre à la question comment on fait pour que les salariés soient au courant qu'ils bénéficient, encore une fois, je l'ai dit, systématiquement au mois de janvier, ils reçoivent leur carte via la MSA. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez atypique, c'est-à-dire que tous les salariés reçoivent à la maison leur carte. Par contre, l'enjeu, comme ils reçoivent un courrier de la MSA, ils ne peuvent pas considérer que c'est de la pub, parce que la crainte, c'est s'ils recevaient un courrier de la part du prestataire carte campagne, ils vont dire c'est de la pub. Souvent, non, mais c'est naturel, en général, on fait ça tous. Là, ils reçoivent un courrier comme de la MSA, donc une institution reconnue. Donc, on ne se dit pas tout de suite que c'est de la pub. Mais derrière, quand ils ouvrent le courrier, ils ont leur carte, voilà, il faut qu'ils se l'approprient. Il faut qu'ils créent leur compte sur la plateforme Internet ou qu'ils sachent comment utiliser la carte. Il y a un petit courrier explicatif. Bon, dans l'idéal, il faudrait qu'on ait un taux d'usage, j'ai envie de dire, de 100%. Évidemment qu'on en est loin, mais au-delà du fait qu'ils reçoivent ce courrier MSA, on essaye de communiquer. Par exemple, nous, la CFTC, on est très présent dans les salons agricoles localement, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Eh bien, on fait la promotion dès qu'on croise un salarié agricole sur le terrain. Voilà, on lui en parle. On a… Pierre, vous avez beaucoup de choses à dire, le temps tourne. Je me permets d'intervenir. Alors, sur les salons agriculteurs, je vous lancerai dessus, mais avant, ça serait intéressant de vous entendre en tant que syndicat de salariés, CFTC, c'est intéressant de vous entendre que vous êtes partie prenante au niveau de la branche pour négocier, de voir dans quelle mesure il y a un gisement d'emploi. Les exploitants agricoles se chargent la barque parce qu'ils ont une peur de recruter alors qu'ils auraient les moyens de recruter. Ils ne le font pas. Et pour vous, vous estimez qu'il y a un gisement d'emploi fort. Et pour revenir sur la formation initiale, ce que vous dites, c'est qu'un exploitant, quand il se forme, il n'y a rien, enfin pas grand-chose pour lui sur le côté ressources humaines, etc.
c'est pas du tout appréhendé. Il arrive, il est production, etc., développement de son exploitation, mais le côté RH n'est pas du tout là-dedans. Et vous êtes dans une réflexion pour comment faciliter, répondre à un besoin d'emploi. Et vous êtes là-dessus. C'est intéressant de vous entendre là-dessus. Oui, tout à fait. Ça, c'est un constat qu'on a fait à la CFTC parce que comme on est très présent sur le terrain, on échange à la fois avec des agriculteurs, avec des salariés, et on a effectivement observé ce phénomène. Tout le monde connaît le slogan les agriculteurs comptent pas leurs heures. Ils ont une charge de travail énorme qui pèse sur leurs épaules. Et quand on leur pose la question, mais pourquoi vous ne prenez pas un salarié? Eh ben, la réponse n'est pas forcément toujours qu'ils n'ont pas les moyens. Ça peut être parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais souvent, c'est parce que ça leur fait peur. Parce qu'effectivement, dans leur formation initiale, et ça, c'est pour ça que nous, en tant qu'organisation syndicale, mais aussi la branche de par ces institutions, ces instances paritaires comme la CPRE et autres organismes paritaires qu'on met en place, on a des messages à faire passer, on fait passer des messages, entre autres au ministère de l'agriculture et autres, pour dire, voilà, on a un déficit de formation initiale, on forme des agriculteurs, mais dans la formation, il n'y a rien sur le management. Il n'y a rien sur, si demain je dois devenir employeur, comment je fais, comment ça marche. Alors, qu'est-ce que fait l'agriculteur? Il préfère prendre tout le poids du travail sur ses seules épaules, avec des conséquences parfois dramatiques en termes de conciliation vie professionnelle, vie familiale et des divorces des fois à la clé, des phénomènes de suicide que vous ne méconnaissez pas puisqu'on parle beaucoup du problème de taux de suicide en agriculture, qui peuvent être liés effectivement à des situations économiques intenables, mais qui sont aussi liés souvent à des charges de travail et à un phénomène d'isolement. Les conséquences sont quand même très lourdes. Pourquoi ils n'embauchent pas? La réponse qui nous est donnée, c'est la responsabilité, on ne connaît pas, donc ça fait peur. Quelle responsabilité on va porter derrière? La paperasse derrière l'emploi d'un salarié et tout ce genre d'explications. Donc, les réponses que on souhaite donner à ça, c'est une meilleure formation des agriculteurs à la source au départ dans le cadre de la formation initiale, mais aussi un accompagnement, une formation continue. Je suis agriculteur, je vais travailler 5 ans, je vais avoir besoin de main-d'œuvre. Il faut derrière que je puisse, au moment où j'ai besoin de main-d'œuvre, être accompagné et formé à ce moment-là. Parce que en 5 ans, j'ai peut-être oublié ce que j'ai appris à ma formation initiale. Donc, il y a besoin effectivement de développer la formation et l'accompagnement. Nous, ce qu'on promeut aussi, c'est le développement des groupements d'employeurs, de l'emploi partagé. Parce que j'ai peut-être une charge de travail qui est énorme sur mes seules épaules, mais si j'embauche quelqu'un à temps plein, là, pour le coup, ça va être peut-être difficile à financer ce deuxième poste à temps plein et j'ai peut-être pas sûr d'avoir tout le travail pour avoir un deuxième poste à temps plein. Par contre, en emploi partagé entre plusieurs exploitations agricoles, là, je peux avoir un emploi permanent à temps plein partagé entre plusieurs exploitations agricoles et souvent dans les groupements d'employeurs qui fonctionnent, eh ben, on a des groupements d'employeurs qui embauchent une secrétaire ou quelqu'un de spécialisé justement qui va faire toute la paperasse administrative liée aux salariés. Donc ça, il y a aussi la promotion des groupements d'employeurs. Et ces messages-là, on les fait passer aussi au niveau du ministère de l'Agriculture ou dans les politiques agricoles. Nous, CFTC, par exemple, on est en ce moment consulté sur la réforme de la politique agricole commune, politique agricole commune qui se réforme vers, on va dire, l'agroécologie. À la CFTC, on parle plutôt d'écologie intégrale. C'est bien de vouloir développer l'écologie, mais penser écologie sans penser aux acteurs, on passe à côté du truc. On n'arrivera jamais à faire évoluer le monde agricole si on le fait sans les acteurs, sans ces acteurs. Donc, quand on parle d'écologie intégrale, nous à la CFTC, on dit qu'il faut un équilibre entre les dimensions économiques, écologiques, environnementales, sociales, et voilà, et avec une notion de bien commun. Si on développe le bio, mais que derrière on demande Pierre, là, je pense qu'on diverge un petit peu par rapport au sujet TPE, parce que là, je comprends bien. Tout ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que on a plusieurs leviers pour agir auprès des TPE.
Au-delà de la négociation branche, il y a aussi les instances paritaires qu'on met en place et les messages politiques aussi qu'on peut faire passer parce qu'on a besoin de soutien et au travers de la PAC, nous, ce qu'on demande, c'est développer des outils pour favoriser l'emploi, pour accompagner le primo-employeur, pour aider aussi à l'évolution des conditions de travail. Juste un dernier mot, j'ai bien conscience que je suis bavard, rebondir un petit peu sur l'expérience de Laurent, c'est intéressant parce que Laurent, il l'a dit, c'est aussi 98% de TPE, ils ont mis en place un dispositif CHSCT national. On a fait la même chose en agriculture. Au niveau départemental, on a mis des commissions paritaires départementales, hygiène, sécurité, conditions de travail. C'est des commissions paritaires, il y a des représentants des salariés, des représentants des employeurs, avec la MSA, avec les directs, où ils peuvent aller dans les entreprises, ils peuvent mettre en place des dispositifs justement pour aider et accompagner les entreprises à faire évoluer les conditions de travail. Voilà. Entendu. Et merci pour ce rappel. Désolé de vous brider un peu, mais c'est intéressant. Vous portez le sujet. Vous portez le sujet, mais je me permets d'intervenir parfois. Et je rebondis sur ce que vous disiez par rapport à la formation, et je le reprends à mon compte. Vous avez dans le agricole, il existe un service de remplacement quand les agriculteurs les responsables d'exploitation veulent prendre des congés ou sont en arrêt maladie, donc des services de remplacement. Et vous, CFTC, vous plaidez pour que ce service de remplacement puisse s'appliquer également dans le cas des départs en formation. Et ça, c'est une revendication également portée au niveau de la branche, je suppose, des branches en idoine, et c'est une revendication intéressante. Pierre, vous aurez l'occasion de revenir dans le sujet. Merci à vous. Et je passe la parole à Pascal Malhomme. Donc, Pascal, vous êtes représentant employeur. Là encore, l'acronyme, je vais vous laisser le développer de votre syndicat, et donc dans la branche des services non alimentaires, donc ça recouvre des mots exotiques comme droguerie. Alors, vous n'avez pas la quincaillerie, les bazars, les drogueries. Et la quincaillerie, c'est pas chez vous, c'est a priori, c'est le bricolage, c'est la branche du bricolage, donc c'est pas chez vous. Attendez, je vous active le micro. Voilà, c'est bon. Voilà. Et donc, vous avez des choses aussi à dire en tant qu'employeur. Ça peut être intéressant en tant qu'employeur, ce que vous avez entendu de Marc, de Laurent, de Pierre, dans quelle mesure ça fait écho chez vous. Et voilà, je vous laisse partir. Alors déjà, on va replanter le décor de notre branche qui s'appelle le CDNA, le commerce de détail non alimentaire, avec deux grosses fédérations qui ont, enfin pour la mienne, 97% de petites entreprises et 3% de grosses entreprises, mais qui représentent à elles seules 95% des employés. Donc, on est très atypique parce que je ne pense pas qu'il y ait une autre fédération soit les fédérations représentent des petites entreprises, très petites entreprises, soit elles représentent la grande distribution et des grosses entreprises, même dans l'industrie. Alors, je reviens bien, on est dans le commerce de détail. Détail, c'est même Carrefour, comme Carrefour est un commerçant de détail. Donc, du coup, dans cette branche, nous sommes réunis à 9 syndicats, 2 gros, donc un qui ne représente que des grandes entreprises et qui vient négocier avec nous à travers un DG, un délégué général, mais les 8 autres, ce sont soit des présidents, soit des directeurs je ne le fais pas moi-même parce que je n'ai pas les compétences techniques, mais j'ai une directrice juridique qui me remplace, enfin qui s'occupe de ce temps de travail. Donc, ce sont vraiment des patrons, des petits patrons qui négocient avec des syndicats. Donc là-dessus, en étant d'accord avec Pierre, nous, dans notre branche, ce ne sont pas des DRH et des gens qui sont très éloignés des obligations du terrain de la TPE, parce que nous, vraiment, on a, je vais dire, 99,9% à travers le CDNA, j'entends, de très petites entreprises. Et quand je dis très petites, c'est vraiment des TTPE. Souvent, un seul salarié ou un conjoint collaborateur, c'est tout. Après, comment ils s'appellent les gros chez vous? Une entreprise qui a 9000 salariés, mais bon, on n'en parle pas. C'est l'exception qui confirme la règle. Donc là-dessus, on a mis en place, comme vous avez dit, la dernière chose qu'on a eu fait pas les dernières, mais les choses importantes, c'est les complémentaires santé.
Il y a 2 ans, on a terminé la prévoyance. On n'a pas tout fait en même temps. On fait par paquet parce que nous, le temps des branches n'est pas le temps des entreprises. Il faut laisser du temps, il faut négocier correctement et il faut aussi justement simplifier. Donc, pour simplifier, ben, c'est pas d'un trait de plume. Il y a qu'à Faucon, non. Il faut vraiment penser à ce qu'on fait, à ce que l'on écrit, pour que derrière les très petites entreprises, on puisse leur donner les aider, leur expliquer. Mais si on explique à un patron qui a un salarié des choses complètement qui sortent de l'ENA, le pauvre, enfin je dis le pauvre, il n'est pas pauvre, mais il dit non, ça ne m'intéresse pas, je suis trop largué. Donc nous, notre but, c'est quand même de simplifier énormément les choses, de ne pas trop en faire, de faire ce qu'il faut, de ne pas vouloir aller trop vite, parce que de toute façon, on fait les choses mal. Et donc, pour moi, les choses chez nous, en tout cas au CDNA, avancent correctement. Évidemment, je ne représente pas la majorité des branches. Notre branche est comme ça, elle est atypique. Déjà, c'est une des rares branches qui se retrouve avec 9 syndicats différents. C'est souvent une branche, je prends par exemple la FNH qui est la fédération de l'équipement pour le vêtement, de l'habillement, pardon, elle représente que les petites entreprises, puisque c'est une autre fédération et une autre branche qui représente les entreprises de plus de 5 salariés. Chez eux, c'est beaucoup plus facile parce que ils ont affaire que des petits patrons vis-à-vis de salariés. Pascal, dans quelle mesure justement les gros dans votre branche, dans quelle mesure ils posent un billet, ils brouillent les cartes par rapport à votre capacité à répondre aux besoins du gros de vos. Ils ne brouillent pas les cartes, sauf qu'ils ont affaire à la branche. Enfin, si, ils brouillent les cartes, c'est pas par les brouiller les cartes, c'est qu'ils sont structurés. Et dès que les fonds arrivent, et on en reparlera des fonds, mais dès que les fonds arrivent, ils sont les premiers à poser leur ticket, à poser leur jeton et à dire bon, moi, j'ai besoin de tant d'argent pour tant de salariés, et ils nous phagocytent l'enveloppe qui pourrait servir pour toutes les entreprises, petites et moyennes. Et ça, on s'en est aperçu, enfin moi, dès mon arrivée, et donc ça fait quand même déjà 6 ans. Et donc, on a dit non. Maintenant, on va choisir, on va réserver des enveloppes pour les grosses entreprises, soit, mais un certain pourcentage, et on va garder quand même la part du lion pour les très petites entreprises. Mais, donc, la branche fait le ménage. Il n'y a pas de souci. C'est nous qui donnons là, c'est nous qui décidons ce que l'on va allouer avec l'OPCO, qui est l'OPCommerce. Chez nous, on a réussi à garder un OPCommerce qui a failli disparaître. On devait être dans un OPCO artisanal. On a réussi à garder ce mot commerce parce que apparemment le gouvernement, pour lui, le commerce, ça n'existait plus. Je suis désolé, mais si le commerce disparaît, je ne vois pas bien comment on va pouvoir continuer à travailler. Même l'agriculture, elle a besoin de commerce pour vendre, même si on voit une éclosion de producteurs qui vendent à la ferme, c'est encore pas les 20-80 et ça sera jamais 100%. Il faut quand même qu'il y ait des intermédiaires. On peut pas travailler sans. Et c'est souvent le problème de ces intermédiaires qui ont tendance à disparaître. Enfin, c'est un autre sujet, je vais pas l'aborder. Donc, l'OPCommerce, on a un gros souci, c'est qu'on est tombé sous la coupe de France Compétences. Et je pense que vous le connaissez aussi bien que moi. France Compétences, j'ai pas bien compris pourquoi, enfin si, politiquement oui, et financièrement oui, mais c'est quand même complètement anormal qu'on ait créé ce monstre qui fait tout, je vais pas dire n'importe quoi, parce que si mes propos sont répétés, mais qui fait beaucoup de choses. Vous êtes en direct, Et qui manque de compétences, justement, et qui nous ralentit,
et puis surtout qu'ils nous phagocytent de l'argent. Donc cet argent qui est que garde France Compétences au passage pour sa propre structure, qui pour nous ne servait à rien, puisque nos OPCommerce, nos OPCO s'occupaient d'aller chercher la manne financière dans les entreprises directement, et il n'y avait pas de coulage, tout se passait bien. Mais je parle pour notre OPCommerce. Alors là, c'est pas qu'une branche, hein. Dans notre OPCommerce, on a 18 branches. Bon, donc, c'est vrai qu'il y a eu du tangage, il y a eu quelques années, mais les choses étaient vraiment rentrées dans l'ordre. Donc, je n'ai pas compris pourquoi France Compétences nous a tombé dessus. Enfin, que le gouvernement nous ait mis France Compétences dans les pattes, qui en fait alourdit le système, le contrarie et surtout le freine, parce que bon, l'argent met plus de temps pour arriver, et c'est bien sûr au détriment des entreprises et surtout des salariés, bien sûr, parce que ce sont les salariés qui sont en formation. Alors, c'est intéressant. Oui, je vais venir sur un autre sujet, c'est que dans les TPE, on a un gros souci. C'est que les patrons n'aiment pas déléguer. Ils considèrent que s'ils délèguent, les choses seront moins bien faites. C'est comme pour les petits producteurs. Déléguer, oh là là, oui, mais ça, ils préfèrent tout faire eux-mêmes. Et d'où le problème dont tu as parlé, Pierre, c'est que après, à force de travailler 18 heures par jour ou 17 heures par jour, on finit par divorcer, on finit par avoir des gros problèmes, des suicides. Alors donc, ça c'est le souci de la TPE. Le deuxième souci, c'est qu'on manque de simplicité en France. Quand vous me parlez d'embaucher, bien sûr qu'on dit il faudrait embaucher. Mais embaucher, ça veut dire quoi? C'est qu'on n'est pas formé. On a l'impression que c'est la misère qui tombe sur le pauvre monde. C'est-à-dire qu'une paperasse énorme pour lequel on n'est pas préparé, pour lequel on va devoir passer du temps qui nous servirait pour travailler. Donc, mes patrons ne sont pas très enclins à embaucher et en plus, on trouve difficilement du personnel qualifié, même dans le commerce. Ça peut vous faire rigoler en disant bon, attendez, pour servir dans un rayon, il ne faut pas sortir de sa cire. Mine de rien, je suis désolé, mais si, pour accueillir un client, déjà, apprenez à un jeune à dire bonjour, c'est déjà pas mal, hein, le matin. Donc, c'est le commerçant qui doit lui apprendre. Donc, il y a un besoin de formation, mais c'est difficile à faire passer au niveau de la TPE. Alors que les grandes entreprises, je ne me fais pas de soucis, eux, ils ont bien compris et ils ont raison. Hein. C'est très bien que les grandes entreprises forment très bien leurs salariés et ils ont entièrement raison, je leur en serais gré. Mais on a du mal avec la TPE. Alors, Pascal, c'est avant tout la complexité, c'est pas des histoires récurrentes, le poids des cotisations sociales, etc. C'est pas ça le sujet. Non, parce que en principe, quand vous avez besoin d'un salarié, quand vous avez besoin d'être aidé, c'est que votre chiffre d'affaires le supporte. Évidemment que si j'ai un chiffre d'affaires de 100 000 euros, je ne vais pas pouvoir avoir un salarié, mais j'ai du travail pour vendre pour 100 000 euros. Et si je passe à 200 000 ou à 250 000, je ne peux plus tout seul. Donc, il faut que je me fasse aider. Mais puisque je fais 250 000, j'ai les moyens d'embaucher. Mais pour autant, c'est comme Pierre, il y a un gisement d'emploi. Vous voyez un gisement d'emploi là qui n'est pas exploité. La TPE, nous, ce qu'on demanderait à Macron, excusez-moi de dire un gros mot, c'est que le premier salarié soit sans charge sociale. Pourquoi? Parce que dans la vie, c'est toujours la première marche qui est la plus difficile à monter. Pourquoi que ce soit? Et si on arrivait à convaincre tous les petits patrons d'embaucher un salarié parce qu'il n'y aurait pas de charge sociale, je peux vous garantir que là, du jour au lendemain, alors là, bien sûr, on est en période Covid, je mets un peu un joker, mais en période normale, vous faites cette réforme, je vous garantis que au niveau du chômage, il va y avoir un drôle d'appel d'air. Après, il faut que les salariés qui sont au chômage acceptent de
de mettre les mains dans le cambouis, d'aller dans des commerces, d'aller dans l'artisanat, parce que, bon, là aussi, le système français est un petit peu bizarre, hein, pas toujours évident. Entendu, Pascal. En tout cas, c'était voilà, intéressant. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que je ne veux pas me faire des ennemis. Non, mais... Mais de part et d'autre, il y a des difficultés et la France est vraiment, le système français, pas adéquat. Entendu. Alors, Pascal, merci de votre écho. C'est intéressant de vous entendre parce que quelque part, là, avec l'argumentation, un certain nombre de choses que vous dites, c'est salarié, patron, même combat, là, hein, au niveau du TPE. Alors, il y a Pierre, avant de passer la parole à Michel, Pierre, tu voulais intervenir. Ouais, pas longtemps, juste pour rebondir sur ce qu'il vient de dire. Je réagis pas sur l'exonération de charges sur le premier salarié. Je sais pas. Tu fais un succès dans le chat, hein. Mais juste dire qu'en effet, je partage ce qui est dit par rapport à la première marche, la question du primo-employeur. Parce que nous, on a posé la question et on a des témoignages d'agriculteurs. Dès lors qu'ils ont franchi le cap d'avoir embauché le premier salarié, après, tous témoignent qu'ils ne regrettent pas. Ouais. Par contre, l'axe qui est extrêmement difficile, à bien des égards, c'est de franchir la première marche. Donc, je voulais vraiment partager ça et c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet. Comment on fait pour aider et accompagner à devenir primo-employeur? Après, ça se fait. Ouais, très bien. Ok. Mais l'histoire de la première marche, effectivement, on en pourra à la fin du… On n'en avait pas parlé, mais tu vois, j'ai toujours un petit joker dans la poche. C'est très bien. Pro de la dégo. Marc, tu as peut-être de ce que tu vois. Il faut que tu actives ton micro, Marc. On ne t'entend pas. Est-ce que vous m'entendez là? Très peu. 1, 2, 1, 2, vous m'entendez? C'est très faible. Très, très faible. C'était juste pour parler de la question qu'il y avait sur le chat. On t'entend pas. C'est… Ok. Non, micro coupé là. Sinon, on va passer à… Vous m'entendez mieux? Non. Ok. Je ne sais pas ce qui se passe. Écoute, Marc, Michel, tu vas prendre le relais et Marc réinterviendra. Alors, Pascal a posé le sujet, enfin, ça a été posé un peu en toile de fond, cette articulation entre les gros et les petits au niveau dans les branches. Et vous êtes dans les branches commerce et services, et là, qui intègrent également. J'ai du mal à m'y retrouver. Ça a été dit, etc. Moi, vraiment, j'ai du mal à m'y retrouver sur les croisements, les quincailleries, les bazars. Et bon, vous, commerce et services, je vous laisse préciser le périmètre de votre périmètre. En tout cas, il y a une problématique entre les gros qui représentent une majorité de salariés, mais en termes de et les petits, entre guillemets, pas dans le sens mauvais du terme, hein, les TPE et dans quelle mesure c'est un vrai sujet chez vous. Michel. Oui, merci de me donner la parole et merci de me faire passer après M. Malhomme parce qu'effectivement, c'est peut-être un peu complémentaire ou c'est la vision de l'autre côté de la table, paritaire. Alors, oui, donc je suis négociateur de branche, sur plusieurs branches bien sûr, et donc à l'UNSA et précisément à la Fédération Commerce et Services, où nous couvrons principalement des TPE qui viennent de l'artisanat et des métiers de bouche, donc de l'alimentaire avec les bouchers, charcutiers, poissonniers, pâtissiers par exemple. Aussi l'artisanat des commerces de détail. Donc là, on peut retrouver des fleuristes, animaliers, des esthéticiens, des coiffeurs bien sûr. Et puis, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre aussi? La couture, voilà, etc. Ça, c'est les commerces de détail. Avec les commerces de détail maintenant qui sont l'habillement, l'horlogerie, la bijouterie, la parfumerie, les sports et loisirs, l'optique, la chaussure et des gérants mandataires qui peuvent aussi se rapprocher de l'intervenant précédent. Et enfin, ensuite, dernière couverture sur les commerces et services, c'est l'intérim, la prévention, sécurité, la quincaillerie, c'est là peut-être où il y a un rapprochement, désinfection, dératisation et médico-technique. En fait, dans tous ces métiers TPE qui couvrent nos commerces et services, l'homme est au centre. Et c'est important parce que c'est ce qui constitue l'offre principale des TPE. Donc, là, c'est ce que je vois, c'est de mon expérience. Hein. Mais bon, je l'ai retrouvé aussi parmi mes collègues intervenants. Et donc, l'homme est au centre par son expérience
et par le service qu'il apporte. Donc, c'est la vraie valeur ajoutée de la TPE. Alors, bien sûr qu'on travaille en paritaire, bien sûr que on fait un travail de grande qualité dans les branches et on travaille surtout pour nos filières métiers. Quand on est dans une branche, on travaille pour la filière, pour la branche, pour les métiers de la branche. Une fois qu'on a ça, je rappelle simplement ce qu'on fait dans les branches, c'est principalement les conventions collectives, les classifications et les salaires, bien sûr, qui viennent. Une grosse partie, c'est la formation et encore une autre grosse partie, c'est la prévoyance et les mutuelles, bien sûr. Donc, la différenciation, elle se fait là, à ces champs de travail, pour garder l'attractivité, bien sûr, et coller aux besoins du métier. Si on fait des conventions collectives nationales, ça ne sert à rien. On est obligé de faire des conventions collectives et des systèmes de prévoyance qui collent à nos filières. Et c'est ça l'intérêt, et c'est là où on est patron et salarié et représentant des salariés sur le même créneau et sur surtout la volonté de faire avancer les choses et favoriser nos filières. Voilà. Alors, pour autant, et c'est là le sujet, les gros en profitent. Alors, c'est bien sûr le thème du webinaire, mais bon, les gros en profitent. Pourquoi? Parce que les gros, ils viennent il y en a dans les TPE. On va dire que je rejoins mes collègues, on est à 90-95% de TPE, moins de 11 salariés, et il y a, mettons, une quinzaine de gros par branche, qui aussi imposent, bien sûr, parce qu'ils viennent, eux, ils ont compris, ils viennent dans les branches, dans les organisations patronales, et ils essayent d'imposer, c'est là où je rejoins M. Malhomme, d'imposer leur vision du marché et surtout d'imposer leur fonctionnement à eux. Donc, c'est là où ça perturbe un petit peu, parce qu'ils viennent chercher des gens formés, la formation, ils viennent chercher la prévoyance qui est négociée dans la branche, mais par contre, ils sont très très durs sur les négos salaires, dans la mesure, dans la mesure où on est bien d'accord que dans la branche, on travaille sur les minima sociaux, mais il n'empêche que quand on regarde les rapports de branche, par exemple, on voit que le salaire moyen d'un salarié est au-dessus des minima sociaux. Donc, on ne comprend pas, nous, négociateurs, pourquoi ils ne montent pas les minima sociaux pour rester attractifs dans la filière. Ça changerait rien. Si je peux rebondir, de l'année que l'on fait au niveau patronal, je ne parle pas au niveau de la négociation de la branche, c'est de se battre avec la fédération qui représente, je ne veux pas la nommer, mais qui représente les grandes entreprises pour la négo des salaires. On ne s'entend pas entre nous déjà patrons pour offrir dans la négociation salariale avec les délégués salariés le même pourcentage d'augmentation. Donc déjà, ça nous prend 2 mois à 3 mois avant de s'entendre au niveau patronal pour pouvoir ensuite aller en front commun devant les salariés. C'est quand même aberrant. Mais je suis bien d'accord. Même nous, entre OS, dans les négos, des fois, il y en a qui rasent gratuit, je suis d'accord, en disant moi c'est 4% et l'autre c'est 2% et c'est 18 mois de salaire, etc. Donc non, je reste dans un consensus général, donc n'engageons pas le débat sur le salaire. Je donne les points. Voilà, je donne les points. Moi, je parle en patron. Pascal, vous ne pouvez pas couper le micro du patron, là, parce que… non, on lui laisse ouvert. Donc, l'idée donc du thème, pour revenir le thème sur les salaires. Les gros, ou en tout cas les OP, on va dire, pourquoi pas les OP, travaillent sur les minima alors que c'est contre-productif. J'explique pourquoi. Parce que, c'est contre-productif pour la filière. Pourquoi ils préfèrent les minima? Parce que d'abord, ils préfèrent s'appuyer sur les minima pour faire des entrées de salaire au SMIC. Et là, ils ont des avantages sociaux. Oui. Attention, n'oubliez pas de le dire non plus. Pour garder les salaires au plus bas. Donc, merci. Et ça, c'est le premier point. Et pour répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais après, c'est la loi et je comprends le fait du premier entrant en termes de salariés. Je pense qu'il faut les aider. Et bien sûr qu'il faut les aider.
Donc, je reviens sur le sujet. On garde les minima sociaux pour pouvoir proposer une grille propre à leur grosse entreprise qui contient des primes, peut-être des incentives, je n'ai pas le mot en français, pour vendre plus de produits, tel ou tel produit, etc. Et pour attirer donc les personnes qui sont formées par les branches, avec l'apprentissage, les formations, etc. J'y reviendrai tout à l'heure, pour pouvoir les attirer et leur proposer donc un meilleur salaire, entre guillemets, par contre, avec une qualité de vie à l'intérieur de l'entreprise peut-être qui est moindre que dans une TPE. À vérifier, mais bien souvent, dans les grosses entreprises, il y a des DRH, il y a des méthodes, il y a des règlements, etc. C'est un peu plus contraignant que dans le TPE où le patron, c'est aussi sa boîte et c'est sa vie, et où il espère avoir un salarié pour l'aider et avoir les mêmes passions et vivre la même expérience. Voilà. Donc, Michel, je me permets d'intervenir là-dessus sur ce que vous dites. Quand on préparait l'entretien, ce n'est pas le cas partout, parce que par exemple, il y a certains secteurs, je vous laisserai peut-être les préciser, où les employeurs se satisfont très bien d'avoir des salaires vraiment au plancher et se satisfont d'un turnover de 20%. Où les salariés tournent sans arrêt et on joue là-dessus. Ça leur va bien aussi, ça, pour certains. Exactement. Donc, une fois que j'ai un petit peu tapé sur les patrons et les gros patrons, il faut reconnaître aussi que dans certaines TPE, ils utilisent les minima sociaux. Par exemple, on voit bien que tout à l'heure, je mettais en avant l'homme, mais l'homme, il sert aussi de variable d'ajustement pour leur marge, et même dans les TPE avec peu de salariés. Donc, c'est un petit peu compliqué, et c'est pour ça qu'on a une obligation mutuelle de monter les salaires minima pour justement préserver un petit peu ce genre de dumping qui peut arriver aussi bien du côté des gros que du côté des petits. J'en viens à votre question. Je veux pas les stigmatiser, mais on est en train de parler de négociations salariales chez les coiffeurs actuellement, et on s'aperçoit que c'est un métier qui est bien sûr attractif. Il y a plein de jeunes qui viennent, et il y a un énorme effort sur l'apprentissage. Il y a plus de, j'ai pas les chiffres, mais c'est autour de 20 000 par an, je pense, d'apprentis. Il y a une vraie possibilité d'évolution, parce qu'une fois qu'on a passé ses diplômes, ses CQP, etc., coiffeur, on peut ouvrir son salon, et c'est là aussi, ça participe aussi au turnover, parce que les petits salariés, les salariés montent leur boutique, ça marche pas, ils sont aidés, et donc il y a du turnover. Mais il n'empêche qu'il y a une grosse dynamique en formation. On fait des spécialités, on participe en tant que partenaire des deux côtés à faire, par exemple, un diplôme de cheveux crépus cette année, coiffure. Et par contre, le turnover existe, il est aussi énorme, je pense qu'il est autour de 15-20%. Et sur les salaires, pour garder le thème, on se retrouve avec la grille des salaires où les 4 premiers niveaux, donc c'est une classification, on ne va pas rentrer dans le détail, les 4 premiers niveaux sont en taux du SMIC cette année. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas renégocié de salaire depuis 2018. Alors, ils sont mécaniquement 4 niveaux en dessous, et ils vont être rattrapés par le SMIC. Ils seront obligés de s'aligner cette année. Mais il n'empêche qu'il faut négocier déjà de remonter au niveau du SMIC. C'est incompréhensible. C'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Et vous avez le contre-exemple de la boucherie. Ce n'est pas que les gros. Effectivement. Alors, dans les métiers de l'artisanat de bouche, alors peut-être qu'ils s'en sont certainement mieux sortis dans l'alimentaire avec cette année, mais il n'empêche que depuis plusieurs années, on a des augmentations de salaire à 2%, 2,5% dans toutes les branches de l'alimentaire, d'une manière récurrente, sans qu'il y ait de tassement dans les niveaux de salaire. Et justement, ça permet, avec la politique de formation d'apprentis et avec les salaires, de préserver leur filière, parce que c'est ça la question, préserver la filière avec des bons bouchers, charcutiers, etc., bien formés, qui sont heureux de vivre et qui sont conscients qu'ils sont valorisés dans leur métier. Et pourtant, les métiers de bouche, c'est aussi un métier en tension.
d'accord? C'est pas une excuse de dire que je suis un métier en tension et donc j'en profite pour baisser les salaires, par exemple, ou les augmenter en disant, moi j'attire du monde parce que j'augmente mes salaires, parce que je suis en tension. Non, les coiffeurs sont en tension, les fleuristes sont en tension, tout le monde est en tension, d'accord? Donc, à un moment donné, c'est simplement une politique de la branche et je pense que c'est notre rôle. Et c'est super intéressant parce que en fait cette politique sur les salaires dans la branche des métiers de bouche, les gros distributeurs qui emploient des bouchers, enfin, sont obligés de s'aligner là par la pression des petits entre guillemets. Alors exactement, bravo, c'est parce que effectivement, quand on prend des grandes surfaces, quelqu'un parlait de grandes surfaces tout à l'heure, ils ont des rayons de boucherie de plus en plus, et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent nos apprentis, on va dire entre guillemets nos apprentis, les apprentis de la branche, ils leur payent le salaire minimal, ils font peut-être une prime ou deux, ils les mettent dans des situations un peu délicates ou de premier emploi, parce qu'ils sortent juste du diplôme, et donc ils bénéficient, ils cannibalisent un petit peu quelque part tous les dispositifs qu'on met en branche sur les formations, la valorisation du métier avec les MAF, les MOF, les formations CQP, donc certificat de compétences professionnelles, les PROA aussi, parce qu'il y a beaucoup de passerelles entre les métiers, on ne s'imagine pas, mais il y a des DRH qui passent à la boucherie, à la charcuterie, parce ou à la boulangerie, hein, c'est très à la mode en ce moment, la boulangerie. Et donc, ils cannibalisent un petit peu tous les efforts que la branche font en formation pour embaucher, et du coup, ils sont obligés d'embaucher, ils embauchent aux minima sociaux, bien sûr, et après, il y a un gros turnover aussi, à mon avis, dans ce genre de grande surface, parce qu'ils ne profitent pas et ils ne valorisent pas la filière sur le final, sauf à ce que, bien sûr, le boucher dans une grande surface devienne, entre guillemets, gérant de son rayon et qu'il ait plus de loisirs pour travailler. Et là, ça peut être un pied à l'étrier, il faut aussi le reconnaître, pour que cette personne ouvre sa propre boucherie. Donc, Michel, oui, pardon. Pour terminer, excusez-moi, parce que le temps tourne, on peut rajouter 5-10 minutes, mais pas plus, hein, parce que vous avez certainement des contraintes derrière. Mais ça a été en filigrane, ça a été abordé plusieurs fois. Et quand on préparait l'entretien, vous avez déjà eu l'occasion d'en parler, mais dans quelle mesure pour vous, syndicalement, l'apprentissage, c'est une excellente porte d'entrée pour faire tilter les apprentis sur ce que c'est que le syndicalisme, les relations sociales dans une boîte, etc. Et que c'est vraiment une porte d'entrée pour vous. Tout à fait. Bon, c'est d'autant plus important que là, récemment, avec le dernier exemple des accords APLD qu'on a passé dans les branches, hein, c'est donc l'activité partielle longue durée, il y a un gros volet formation dans les accords qui sont faits, et on a poussé dans toutes les branches pour que justement on puisse organiser que les passations en formation, pour pouvoir justement peut-être modifier un petit peu le commerce ou en tout cas l'artisan. Alors on parle de logistique, de digital, on est bien d'accord, mais il y a en même temps peut-être le rayon boucher qui avec un complément de formation, on peut faire aussi un petit peu de charcuterie. Il y a le boulanger qui fait aussi ses sandwichs, mais ça c'est pas d'aujourd'hui, mais etc. Et donc augmenter le scope d'offres proposées aux clients, et donc tout ça, ça passe par des formations. Et c'est très important, effectivement, vous avez raison, et c'est une des grosses batailles de l'UNSA. Et moi, je voulais finir avec aussi, tout à l'heure, j'ai vu dans le chat, quelqu'un qui disait, mais on ne voit pas les négociateurs de l'UNSA venir nous voir. La loi ne nous autorise pas à aller taper dans les magasins pour ouvrir la porte en disant « Coucou, c'est nous, tenez, votez ». Voilà. Sachez, la semaine dernière, on a eu l'exemple de la CPRIA Auvergne-Rhône-Alpes, où moi je trouve l'exemple très intéressant. Ils ont fait, justement, ça revient à une question sur la santé au travail. Ils ont fait un questionnaire avec l'ARACT. Ils ont bâti un questionnaire ensemble sur la santé au travail dans les commerces de proximité, et ils ont été pas tractés avec le truc, ils ont été au contact des salariés avec des binômes salariés-patrons. Oui. Et ça a interpellé les salariés dans les commerces et même les patrons dans les commerces, et ça a été super bien ressenti. Voilà, ça c'est un retour d'expérience de la semaine dernière. Moi, je trouvais ça vraiment super intéressant. Oui, j'ai moi-même fait du porte-à-porte dans les commerces, je suppose comme tout le monde, pour vendre. Et quand je me présentais comme négociateur, je m'adressais effectivement aux patrons et aux salariés. Et les deux ont des avantages. C'est pour ça qu'on défend vraiment la filière. Bon, bien sûr, il y a des sites, donc pour répondre à la question, chacun a ses sites TPE
dans leur formation. Nous, on a tpe.unsa.org. Bon, voilà, chacun. C'est aussi aux salariés qui, justement, est rentré par l'apprentissage, qui nous connaît, qui connaît l'intérêt de la branche et des services qu'il lui donne, qui doivent se retourner. Le seul regret que j'ai, c'est que, pour finir, c'est qu'on ait ces élections tous les 4 ans, parce que du coup, tout le monde oublie que le TPE, c'est important, qu'ils peuvent voter, que leur voix compte. Et en fait, tous les 4 ans, c'est bien parce que ça nous permet de travailler à nous. Mais par contre, ça fait oublier déjà que le vote n'est pas dans les mœurs comme social. Mais bon, ce n'est qu'une élection, hein. Oui, voilà, mais c'est important parce que c'est leurs voix qui sont portées au gouvernement et ça préserve les branches et leur convention collective. Voilà ce que je voulais dire. Je peux ajouter juste un mot. Souvent, le salarié s'adresse au patron, je parle dans la TTPE, hein, en disant mais pour qui je vais voter, je comprends rien. Et c'est souvent le patron qui dit ben écoute, moi je ne veux pas me mettre tes affaires, mais tu vois, il y a tel syndicat qui, là-dessus, est peut-être un peu plus performant qu'un autre. Et donc, il y a souvent un petit dialogue. Alors après, le patron, il ne va pas dire à son salarié, tu vas voter pour un tel, parce que ce serait la meilleure façon de l'obliger à faire l'inverse. Mais il y a des échanges entre le patron, le petit patron et le salarié sur le fait d'aller voter. Déjà, il faut que ce soit le patron, souvent, qui disent au salarié, vas-y, je te donne ton heure et va voter. Je vais pas c'est ton droit, c'est ton devoir, c'est même un devoir, c'est pas qu'un droit. Et puis il y a un échange parce que souvent le salarié, je ne sais pas trop quoi pour qui voter, quoi. Donc Pascal, ça veut dire que parfois vous pouvez avoir des organisations de salariés qui vont vous voir en disant ouais, nous on est bien vous êtes des prescripteurs en fait. C'est pas comment dire, c'est normal. Il y a un échange entre les syndicats de patrons et les syndicats de salariés. Et on a tous nos affinités, on a tous dans les négos, on voit bien qui fait avancer la machine. Et puis c'est aussi souvent aussi une histoire humaine, hein, comme l'a dit Michel, c'est de l'humain. Il y a des accointances, mais souvent nous le but des TPE, c'est que les choses avancent dans le bon sens, c'est tout. Voilà. Merci Pascal. On préserve le travail, monsieur. Alors, merci à vous. On arrive en fin de débat. On peut rajouter que si vous avez un peu de temps, on peut rajouter. On va se dire, on va jusqu'à -20. Enfin, voilà, je pense que ça peut être intéressant pour les gens dans la salle de pas forcément toujours tout de suite arrêter. Marc, ça peut-être un rebond. Profites-en avant ta. Est-ce qu'on m'entend ? Ah bien, on a vraiment un problème. Je sais. Faut monter le son. À fond. Est-ce que vous m'entendez bien ? Pas terrible. On tend l'oreille. Allez, on va tendre l'oreille tous. Moi, ce que je dirais à Marc, s'il nous entend, ça serait de se mettre en rapport avec notre branche, parce qu'il a des solutions qui forcément nous intéresseront et on aurait besoin, parce que c'est vrai qu'on a fait un peu le tour, prévoyance, complémentaire santé. Et on a besoin d'idées, on a besoin de nouveautés pour avancer avec patron, salarié. On va l'entendre, mais peut-être enlever ton casque, Marc. Ah non, c'est pire. Non, je crois qu'il faut qu'il se déconnecte et qu'il se reconnecte, si j'ai un conseil technique à lui donner. Ouais, peut-être, ouais. Bon, ok. On va rajouter 10 minutes à fortiori. Voilà. Il y avait une question pour Pierre, que j'en profite. Alors, elle est un peu technique, mais sur par rapport au GIE, vous avez parlé à un moment des GIE, et quelqu'un qui posait la question des GAEC. Les GAEC. Les GAEC. La personne demandait si les groupements d'employeurs se développaient plutôt dans les GAEC. Ouais. J'ai pas la réponse. Je suis pas sûr que ce soit propre au GAEC. D'accord. Ok. Après, il y avait une question aussi, mais on en a un peu parlé sur les nouvelles perspectives dans les branches avec la réforme de la santé au travail. Ça c'est quelque chose que vous avez déjà. Oui. Alors, moi, je peux intervenir. Je suis président de l'AMI, donc c'est l'association médicale interentreprise sur Paris-Île-de-France. Enfin, c'est une des organisations, parce qu'il y en a plusieurs. Et
pour une fois, je trouve que la nouvelle réforme ne sera pas négligeable, ne sera pas néfaste. C'est-à-dire qu'on va remettre la fonction de médecine du travail aux médecins généralistes qui connaissent mieux leurs patients que ne les connaissent la médecine du travail. Et la médecine du travail va avoir un rôle plus de prévention, de communication et mon directeur et moi-même, parce que je le préside et j'ai donc un DG qui est un médecin, évidemment, nous trouvons tous les deux que c'est une bonne chose. Et okay. on va s'atteler. Alors, ce n'est pas le cas de tout. Pascal, on ne va pas avoir le temps de développer. Qui sont un peu assis sur leur trône et qui n'ont pas trop envie du changement. Mais je pense que ça peut apporter de l'eau au moulin. Merci Pascal. Ben, peut-être un petit tour sur ce sujet-là. Enfin, là, voilà, moi je vous propose sur la branche santé au travail, je pense que c'est intéressant. On a commencé comme ça avec Laurent, donc ça peut être intéressant d'avoir vos retours là-dessus. Et puis globalement, un peu sur les échanges avant de passer à la conclusion synthèse avec Marc. Laurent, là-dessus, peut-être et puis plus globalement. Hein. Et moi, une question que je voudrais vous poser. Plus globalement. Ouais. Plus globalement, moi, nous, on a les mêmes soucis avec France Compétences, ça a été dit. Donc, voilà, c'est un véritable rapt sur la formation professionnelle des salariés, on va dire. Hein, mais vous savez qu'à la CGT, on ne mâche pas nos mots, donc je ne vais pas rompre avec la tradition. Et même si je ne suis pas arrivé avec les banderoles et la camionnette ce matin, je crois qu'il est bon de rappeler un certain nombre de choses. Il y a une thématique qu'on n'a pas évoquée, c'est la fusion des branches. Qui a été traité de manière extrêmement caricaturale. Nous, on a des branches qui existent depuis le début, enfin, des accords nationaux qui ont été pour la plupart validés depuis le début des années 2000, donc ils ont moins de 20 ans, donc comparé à certaines branches, c'est relativement récent, et à marche forcée, on nous dit, je dis bien à marche forcée, et ça vaut pour les représentants employeurs, comme je pense ça vaut pour les représentants des organisations syndicales de salariés, on nous dit, il faut fusionner et parfois avec des solutions qui sont complètement abracadabrantes. Donc ça, on ne l'a pas soulevé. On n'a pas soulevé effectivement non plus la problématique du code du travail et combien c'est difficile après, à un moment donné, de travailler au niveau des branches quand un certain nombre de dispositions du code du travail sont mises à mal. Mais vous savez tout le mal que pense la Confédération Générale du Travail de la réforme du code du travail. Donc, dans le même temps qu'on nous dit effectivement il faut dialoguer, et nous sommes prêts au dialogue. La preuve, c'est que je suis là ce matin et on dialogue avec tout le monde, y compris avec des gens qui ne sont pas nécessairement proches. Voilà. Mais dans le même temps qu'on nous dit il faut dialoguer, continuer de dialoguer, etc., on dépouille les branches quand même d'un certain nombre des prérogatives qu'elles avaient. Et c'est dramatique s'agissant des TPE parce que pour les entreprises que nous représentons, pour les salariés que nous représentons, la branche, c'est fondamental. C'est-à-dire que si à un moment donné, on renvoie tout vers les entreprises au détriment de la branche, on se retrouve dans des situations à la fois de dumping qui seront très vite insupportables et dans des situations complètement ubuesques. Donc voilà un peu en synthèse tout ce que j'ai envie de dire, et ce que j'ai envie de dire aux salariés en synthèse, c'est que nous ne savions pas que vous existiez, mais nous existons, voilà, et il faut aller voter aux élections TPE. Merci Laurent. Michel, mot de conclusion ? Synthèse, ou rebond, ou inspiration, ou piste, ou ouverture? Non, bah, j'ai tout dit. Hein. C'est vrai que non, je laisse la parole à Marc. Il veut parler depuis longtemps. Non, mais Pierre. Bon, synthèse, je trouve que c'était un webinaire très intéressant et j'ai apprécié l'intervention de chacun. J'espère que, bien sûr, tout le monde aura pris son content. Voilà. Merci à toi. Merci Pierre. Oui, vous remercier pour l'organisation de ces échanges. C'est en effet très important, je crois, de faire la pédagogie sur l'action syndicale vis-à-vis des TPE, parce qu'en effet, ça a été dit, on ne sait pas qu'il y a des syndicats dans les TPE, qui les représentent. Notre action, elle est au niveau des branches, et c'est très, très, très important, en effet, d'en faire la pédagogie, parce que tout ce qui tourne autour de l'environnement, de la protection et des garanties des salariés,
c'est pas que le code du travail, c'est aussi ce qu'on négocie dans les branches et il faut qu'ils le sachent. Souvent, ils le savent pas en effet. Et comme je l'ai dit, il est extrêmement important, en particulier suite aux ordonnances, d'avoir bien en tête, c'est notre responsabilité branche de négocier sur tous les sujets. Parce que même si les ordonnances Macron visent à renforcer le dialogue social dans les entreprises, dans les TPE, il ne faut pas se leurrer. Qu'est-ce qu'on fait dans les TPE? On applique l'accord de branche parce qu'on n'a pas les moyens, le temps ou les compétences pour renégocier ce qu'il y a dans les accords de branche. Donc, certes, les entreprises peuvent aujourd'hui déroger à un certain nombre de dispositions qu'il y a dans les accords de branche, mais dans les TPE, ça n'est pas le cas. Donc, on a le devoir au niveau des branches de négocier proprement sur tous les sujets. Et quand j'entends parfois l'argument de dire ça ne sert à rien parce que les entreprises peuvent déroger, c'est pas vrai. On a le devoir de négocier pour les TPE. Et un des atouts des ordonnances, c'est cette obligation pour les branches de se préoccuper des TPE, puisqu'on doit systématiquement dans les accords soit justifier en quoi l'accord s'applique aux TPE ou mettre en place des dispositions spécifiques pour les TPE. Et ça, pour le coup, on s'en félicite à la CFTC. Il y a effectivement on a des problèmes sur d'autres sujets sur les ordonnances, mais celui-ci est intéressant parce qu'il n'y avait pas forcément la culture TPE dans un certain nombre de branches. Ce n'est pas le cas des nôtres parce qu'on est tous les intervenants ici sont dans des branches principalement composées de TPE, mais c'est bien de généraliser cette préoccupation. Donc, s'il y avait une conclusion à faire, moi je pense en effet que ça peut être celle-là. Voilà, on négocie dans les branches pour tous et en particulier pour les TPE et c'est important que chacun le sache et c'est important d'en faire la pédagogie. Vous évoquiez le déficit justement par rapport à ce sujet, y compris dans les écoles. Et j'ai la chance d'être conseiller confédéral en charge du dialogue social à la CFTC. Et dans le cadre d'audition que j'ai pu faire au niveau de l'Assemblée nationale du Sénat, je l'ai dit, il y a une carence de formation dans les écoles sur comment fonctionne justement l'environnement social, le dialogue social, le paritarisme. Parce que, un exemple tout bête, quand j'ai mon premier emploi, je reçois ma première fiche de paye, je vois mon brut, je vois mon net, qu'est-ce que je fais? Je râle. Pourquoi l'État me prend autant de pognon sur ma fiche de paye? Mais c'est normal, on ne leur a pas dit à l'école à quoi servent les cotisations sociales, avec tout ce qu'il y a derrière, la protection sociale qu'il y a derrière. Si on ne leur dit pas, ils ont l'impression qu'on leur pique des sous, alors qu'en fait, c'est des cotisations mutualisées pour les protéger. Et si on ne leur dit pas dans l'école. Et de la même manière, leur expliquer c'est quoi une branche, une convention collective. Mais ça doit s'apprendre à l'école. À quoi servent les syndicats, comment on négocie? Et dans l'entreprise, c'est quoi un CSE, les branches, l'interpro? Tout ça, on n'apprend pas à l'école. Merci Pierre. Parfait. Marc, je croise les doigts. Et j'allume mon micro, est-ce que vous m'entendez? Non. Okay. Fini, je vous remercie et On va le faire. Je ne sais pas comment on peut. Je vais faire une conclusion de 10 secondes. Je reviens sur ce qu'a dit Laurent, sur les rapprochements de branches, qui est une tendance lourde. Ce n'est pas d'hier, ce n'est pas d'il y a 10 ans, c'est beaucoup plus vieux que ça. Et elle me chagrine. Je ne suis pas contre. On est plus fort, les branches sont plus fortes, plus importantes, plus grosses. Seulement, la tendance du gouvernement, c'est de dire on va travailler par filière. C'est-à-dire qu'on va prendre, par exemple, je prends un métier tout bête qui est le métier de la chaussure, on va finir par rassembler tous les gens de la chaussure dans la même branche. Je suis désolé, c'est pas comme ça que fonctionne une branche. Une branche n'est pas verticale, elle est horizontale. Moi, je veux bien travailler avec la chaussure, l'habillement, mais au niveau des petites entreprises de moins de 5 salariés, mais je ne veux pas me retrouver avec les grands monstres dans la même branche, parce que là, on ne peut plus négocier. C'est impossible. J'ai déjà un problème avec une fédération qui nous en pète. Je ne veux pas me retrouver avec ce cas-là pour tout. Que le commerce de détail dans la proximité, dans la TTPE, soit confronté à ces gros monstres qui sont en face de nous et qu'on doit négocier les mêmes choses ensemble, ça n'est pas possible.
Donc, s'ils continuent sur cette tendance-là, heureusement le Covid les a ralentis, eh ben, c'est notre mort. C'est la mort des branches. Voilà. Message reçu. Message reçu, Pascal. Ben, merci à vous tous. Marc, je suis vraiment désolé. Je vais un peu parler pour toi, enfin voilà, merci à Up d'avoir permis à ces deux rencontres de se tenir. On a vraiment couvert l'Interpro qui joue l'approche négociation, enfin pas négociation, approche projet parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de négociation dans l'Interpro, dans les commissions paritaires régionales. Vous avez cette possibilité de négocier. Et donc d'en profiter à fond. Et donc merci à vous pour vos interventions. Et bon, on pourrait terminer là-dessus. Enfin, je pense qu'aucun de vous, qui a vu des référendums dans les moins de 10 là, est-ce que ça a fait explosion de référendums? Est-ce que vous notez une explosion de référendums? Non. Ok, voilà. Donc le dialogue social, les relations sociales, ça passe pas précisément par du référendum, c'est autre chose, peut-être les relations sociales. Et donc, merci à vous de vos éclairages très intéressants. Marc, on essaiera de diagnostiquer ce problème, mais un mystère intersidéral, parce qu'au début, ça fonctionnait. En tout cas, merci à toi. J'espère que ça va te nourrir. Fais-nous passer ses coordonnées et puis on continuera la discussion. Bien sûr, mais il y a la synthèse est à suivre et vous aurez les coordonnées de Marc, bien entendu, pour l'ensemble des participants et vous, bien entendu. Et bonne journée à vous et bon week-end et à très bientôt. Merci et enchanté de cet entretien. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. On retrouve le site l'enregistrement ou pas? Oui, bien sûr, vous avez automatiquement le replay. Ah, super. Bon, voilà. Merci pour votre invitation. Bonne journée, bon week-end. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.